Alors moi je suis Pauline Azafor, je suis rhumatologue au CHU de Montpellier et je m'occupe en particulier des maladies osseuses et de l'ostéoporose. Donc je vais vous parler des maladies osseuses et surtout de l'atteinte osseuse dans les endocrinopathies. Donc pour commencer, quelques notions de base pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, ce que je vais vous dire après. Donc l'os c'est en continuer le remodelage osseux, donc qui passe par la résorption osseuse sous contrôle des ostéoblastes, les ostéoclastes, qui font augmenter des marqueurs de la résorption osseuse, donc les CTX et les NTX, qui sont des produits de dégradation du collagène, et de la formation osseuse, donc sous contrôle des ostéoblastes, avec des marqueurs osseux, cette fois-ci des phosphatases alcalines avec leurs fractions osseuses, l'ostéocalcine et les P1NP. Donc le squelette est constitué de deux os, l'os cortical et l'os trabéculaire, autrement dit l'os spongieux, avec l'os cortical, donc surtout au niveau du tiers inférieur du radius et du col du fémur, et l'os trabéculaire au niveau du rachis. Et donc la densité minérale osseuse évolue donc continuellement en cours de notre vie, donc surtout dans la phase de croissance osseuse jusqu'à l'âge de 20-30 ans, où on acquiert notre capital osseux, puis ensuite une phase plutôt stable, puis la perte osseuse s'accélère après la ménopause chez la femme et vers l'âge de 55-60 ans chez l'homme. Bien sûr, quand il y a une pathologie qui se surajoute, une endocrinopathie ou une pathologie osseuse primitive, cette perte osseuse est accélérée. Alors l'ostéoporose, donc la définition même de l'ostéoporose, c'est donc d'abord un aspect quantitatif avec la diminution de la masse osseuse et qualitatif avec l'atteinte de la microarchitecture. Lorsqu'il y a une ou deux de ces anomalies qui sont présentes, on a une diminution de la résistance osseuse avec la possibilité des fractures. Et l'aspect donc quantitatif de l'os se mesure par une ostéodensitométrie qu'on a l'habitude de prescrire et d'interpréter, donc avec 3 sites, le rachis lombaire, fémur et le radius. On ne parle plus d'ostéopénie, on parle maintenant d'une diminution de la masse osseuse entre donc le T-score entre -1 et -2,5 et l'ostéoporose avec un T-score inférieur ou égal à -2,5 écart type. Pour les sujets jeunes, on parle de Z-score avec cette fois-ci le seuil à -2. L'aspect par contre qualitatif se mesure avec un scanner périphérique de haute résolution qui en pratique est utilisé uniquement dans les grands centres de recherche clinique et qui mesure donc les paramètres volumétriques, l'épaisseur de l'os cortical trabéculaire, la porosité, mais en pratique clinique, en vrai, on ne l'utilise pas. On peut éventuellement se baser sur l'indice TBS fait en même temps que l'ostéodensitométrie, mais c'est vraiment uniquement l'approximation. En pratique, on l'interprète quasiment jamais. Alors, les endocrinopathies donc, sont les principales causes de l'ostéoporose secondaire, avec donc, déjà par l'hypogonadisme avec diminution des hormones sexuelles, par l'homéostasie du calcium avec la PTH, la TSH, et la régulation directe du remodelage osseux avec PTH et cortisol. Donc c'est là où vous intervenez, puisque vous êtes les premiers à voir les malades qui sont atteints des endocrinopathies. Donc voilà, je vais essayer de justifier pourquoi il faut à tout prix dépister ces atteintes osseuses, surtout pour prévenir la perte osseuse par la suite. Donc je vais essayer de prendre des exemples concrets des patients. Donc ce sont des patients que j'ai vus sur les derniers mois. Bien sûr, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre pendant chaque cas ou chaque situation. Et bien sûr, si vous avez des exemples personnels, ils sont bienvenus. Alors on commence avec Marie qui a 73 ans. Et qui a eu une fracture de la cheville gauche en 2016 et fracture humérale en 2018. Ce sont deux fractures qu'elle a faites suite à une chute de sa hauteur. Et dans les antécédents, on a l'antécédent de col du fémur chez sa mère. La patiente elle-même, elle a été ménopausée à 52 ans et elle n'a pas d'autres facteurs de risque ni d'autres antécédents. La biologie est en faveur d'hyperparathyroïdie primitive avec hypercalcémie, hypophosphorémie, la vitamine D qui est normale, la PTH qui est inadaptée, qui est franchement augmentée.
TSH et l'électrophorèse était normale. Et au niveau de la DMO, donc on a le rachis lombaire, le T-score, qui est plutôt pas mal, à moins 2,1. Par contre, au radius, on a moins 4,8 écart type et au niveau fémoral, moins 2,3. Donc c'est vraiment une malade caricaturale. Ce sont des malades qui ont surtout une atteinte corticale, donc au niveau du radius. Ce qu'on va voir tout de suite. Bon, vraiment une généralité. Donc il s'agit d'une pathologie fréquente, vous le savez mieux que moi. Nous, on la découvre assez fréquemment. Là, au CHU, on a environ 1 ou 2 par semaine, suite à des bilans de fractures de fragilité ou même des bilans systématiques pour des affections rhumatologiques. Et l'atteinte osseuse, elle est fréquente puisqu'elle touche quasiment la moitié des patients et même en cas d'hyperparathyroïdie asymptomatique. Et c'est quand même important parce que c'est un des critères de la prise en charge chirurgicale, donc soit une diminution de la DMO, soit une présence de fracture de fragilité. Donc il faut la dépister. Alors comment ça marche? Donc la PTH, l'excès de la PTH stimule le système Rank-Ranklion qui stimule à son tour les ostéoclastes et donc est à l'origine d'une résorption osseuse avec une perte osseuse accrue. En agissant également sur les ostéoblastes, elle inhibe l'ostéoprotégérine qui a pour rôle de protéger l'os. Donc, dans son absence, on a également une augmentation du système Ranklion et de son activité. Alors, l'atteinte osseuse, donc vous l'avez bien vu, elle prédomine au niveau de l'os cortical. Elle est moins marquée à l'os trabéculaire et cette diminution est d'environ 10% par rapport aux valeurs normales pour l'âge. On a habituellement une phase rapide, précoce dans la maladie, ensuite une phase de stabilisation, puis après l'évolution, elle dépend vraiment de chaque individu, en fonction aussi d'autres facteurs de risque, en fonction de l'âge du patient. Si c'est une découverte d'hyperparathyroïdie pendant la période de périménopause, donc dans la période qui est déjà sensible pour os, cette pathologie, cette perte osseuse, elle sera d'autant plus importante, bien sûr. Et ce qui est important, c'est que même dans les formes modérées, qui sont normocalcémiques, qui sont asymptomatiques, on a une diminution de la DMO, mais qui est quand même moindre que chez les sujets hypercalcémiques et symptomatiques. Alors sur le plan donc qualitatif, on a l'atteinte de l'os trabéculaire aussi, qui a été constatée sur le scanner de haute résolution. Ce qui explique donc l'augmentation du risque des fractures, et non seulement fractures corticales, donc non vertébrales au niveau du poignet ou des métatarses, métacarpes, mais aussi des fractures vertébrales. Et bizarrement, paradoxalement, le col du fémur est moins atteint. On observe moins de fractures du col du fémur, pourtant il s'agit d'un site cortical, donc on pourrait se dire pourquoi. Alors il y a certaines études qui évoquent l'influence de la PTH sur la géométrie osseuse du fémur, donc, mais c'est vraiment qu'une hypothèse. Voici le tableau, donc c'est vraiment pour dire que l'atteinte elle est la plus importante dans les formes symptomatiques, dans les formes asymptomatiques. Elle est présente, mais à un moindre degré, et dans les formes normocalcémiques, on a une diminution de la DMO. Par contre, on n'a pas assez de données, notamment sur les fractures. Il n'y a pas assez d'études là-dessus dans la littérature. Alors, comment on va évaluer cette atteinte osseuse? Donc, en réalisant un bilan biologique standard, que vous connaissez aussi bien que moi. Mais par contre, ce qui se surajoute et ce qu'on n'y pense pas forcément, c'est des radiographies. Chez ces patients, il faut faire à tout prix des radiographies du rachis dorso-lombaire parce que les fractures vertébrales peuvent apparaître déjà sans traumatisme ou avec un traumatisme minime, par exemple juste sur un effort de toux, et 30% des fractures est asymptomatique. Donc il peut passer complètement, on peut passer à côté. Donc, et il s'agit quand même d'un facteur, donc d'un des critères de la prise en charge chirurgicale. Donc, demandez des radiographies, ou alors si votre centre dispose d'une ossétométrie avec la VFA, donc un autre examen morphométrique qui est moins irradiant et qui évalue également des fractures, ça peut être utile. Donc, la DMO, donc il faut préciser sur l'ostéodensitométrie
pour que ça soit fait aux 3 sites dans cette indication-là, puisque des fois, le radius n'est pas fait, et à juste titre d'ailleurs. Et après, au niveau des marqueurs osseux, on peut les doser, ce n'est pas obligatoire. Habituellement, ils sont élevés, c'est une ostéopathie à haut niveau de remodelage. Donc en pratique, ce qu'on dosera, c'est surtout les CTX et les phosphatases alcalines, éventuellement des phosphatases alcalines osseuses. Ce qui peut être utile par contre après pour le suivi, et notamment le suivi après, même s'il n'y a aucune recommandation là-dessus et ce n'est pas du tout codifié. Alors la prise en charge. Donc, avant tout chirurgical si on a des critères, bien évidemment. S'il y a une contre-indication, on peut évaluer un traitement à visée osseuse en fonction d'autres facteurs de risque, en fonction de l'âge du patient. On peut tenter un traitement hormonal substitutif. On peut aussi, la patiente est en période périménopause. On peut faire du raloxifène également chez un patient jeune qui n'a pas beaucoup de facteurs de risque en dehors de l'hyperpara. Les biphosphonates avec notamment alendronate ont été évalués et augmentent la DMO, mais par contre il n'y a aucune preuve sur le risque fracturaire. Et pour l'instant il n'y a pas beaucoup de données sur le denosumab, donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur le denosumab. Concernant le Cinacalcet, on n'a pas d'amélioration de la DMO. Par contre, il y a certaines études qui évoquent un bénéfice d'association du Cinacalcet et d'alendronate, bon, sachant que le Cinacalcet est assez mal toléré. Donc, à discuter. Comment? Oui. Qu'est-ce qui va tolérer? Le Cinacalcet. Enfin, ça, vous... Enfin, moi, les retours que j'ai des patients... C'est très doucement, on fait de dose progressive. Enfin, moi, je ne sais pas le traitement que j'introduis, donc... Là, vous êtes beaucoup plus compétent que moi. Alors, l'évolution, donc après le traitement, on a une récupération de la DMO, donc 12%, d'entre 10 et 12% à 15 ans. Donc, au niveau du risque fracturaire, il récupère progressivement aussi jusqu'à dans un délai environ de 10 ans. Bien sûr, tout ça dépend déjà de l'atteinte osseuse initiale. Si elle est sévère, ce sera beaucoup moins facile de rattraper. De la gravité de l'hyperparathyroïdie et aussi du type de l'os atteint. Si c'est plutôt une atteinte corticale, elle va récupérer moins bien qu'une atteinte trabéculaire puisque l'os trabéculaire se renouvelle beaucoup plus rapidement. Donc le gain vertébral sera supérieur au gain périphérique. En cas d'absence de traitement chirurgical, la DMO, soit elle reste stable, soit elle diminue progressivement chez un tiers des patients. Donc, quoi qu'il arrive, il faut surveiller la DMO chez ces patients tous les 2 ans, le mieux. Et comme je vous disais, donc, il n'y a pas de recommandation concernant les marqueurs osseux. Alors, on va enchaîner tout de suite donc, avec Paul, qui a 69 ans et qui est venu récemment dans le service pour des lombalgies aiguës. On lui a découvert sur le scanner 3 fractures vertébrales, L3, L4, L5. C'est un patient qui fumait, il n'a pas d'autres facteurs de risque. Et sur le bilan systématique, donc on découvre une hyperthyroïdie, un bilan biologique d'hyperthyroïdie qui est toujours en cours, donc je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, au niveau de l'ostéodensitométrie, bon, l'écran il est un peu petit, donc vous ne voyez pas bien. En tout cas, au niveau, vous allez me croire sur parole, au niveau du col fémoral, il est à moins 2,4. Au niveau fémur total, il est moins 0,6, donc on voit déjà une prédominance corticale. Et au niveau vertèbre, donc moins 1,3. Donc on voit clairement une prédominance corticale au niveau du col de fémur. Alors je passe très rapidement sur la physiopathologie, donc, parce que vous savez, tout comme moi, donc, le rôle des hormones thyroïdiennes dans la croissance, le développement de la maturation du tissu osseux. Donc en cas d'hyperthyroïdie en période postnatale, on a une atteinte osseuse avec l'ostéoporose. Tout ça donc, passe par l'action sur les ostéoblastes qui ont des récepteurs de la T3 et qui régulent l'expression des gènes et qui modulent l'activité des ostéoblastes, mais aussi des ostéoclastes. Et qui donc aboutissent à une perte osseuse, mais régulent également donc l'homéostasie calcique. Alors,
C'est une ostéopathie à haut niveau de remodelage. Donc, on a une augmentation, l'activation des unités de remodelage avec augmentation des cycles, diminution de la durée de chaque cycle de remodelage. Et tout ça se fait donc au détriment de la formation osseuse. Il y a une résorption osseuse qui est accrue, diminution de la formation, et tout ça, c'est accéléré. Donc, l'atteinte prédomine sur l'os cortical, avec une diminution d'environ 10 à 20%, et est corrélée à la durée d'évolution et l'intensité, bien évidemment, de l'atteinte thyroïdienne. Sur le plan biologique, c'est un haut niveau de remodelage, donc on a une forte augmentation des marqueurs de la résorption osseuse, mais également de la formation osseuse. On a vu que tout s'accélère, même si les marqueurs de la formation seront moins élevés que ceux de la résorption. Après, donc, par l'influence sur le métabolisme phosphocalcique, on peut avoir, mais ce n'est pas constant, une augmentation de la calcémie et de la phosphorémie. Alors, les données fracturaires sont mal évaluées. La prévalence chez les patients avec hyperthyroïdie n'est pas bien connue. Par contre, on est tous d'accord. Donc, il y a un antécédent d'hyperthyroïdie est un facteur de risque de la fracture fémorale, surtout du col de fémur. Donc, on avait dit l'atteinte corticale, avec un risque ratio à 1,8, sachant qu'il s'agit des données anciennes des années 80-90. Il n'y a pas eu d'autres études bien faites depuis. Probablement, ces études restent quand même surestimées du fait d'absence des traitements efficaces à ce moment-là. Alors, comment ça évolue? Donc, après la correction de l'hyperthyroïdie, on a une correction déjà de l'excès de remodelage, avec, dans un premier temps, ce sont des marqueurs de la résorption osseuse qui retournent à la normale à 3 mois. Et ensuite, à 12 mois, on a une normalisation des marqueurs de la formation. Au niveau de la DMO, donc, elle récupère dans un deuxième temps, et elle est progressive et partielle, donc plus prédominante au niveau des vertèbres plutôt qu'au niveau fémoral, et elle récupère en 4 à 6 ans. Alors, on envisage, en dehors du traitement étiologique, on envisage vraiment le traitement spécifique de l'os, comme des biphosphonates ou des nosumab, s'il y a présence d'autres facteurs de risque, et en fonction, bien évidemment, de l'âge du patient, s'il est âgé et s'il y a déjà si son âge constitue déjà un facteur de risque, on ne va pas hésiter à mettre un traitement spécifique pour l'os. Alors, cas particulier du traitement par hormone thyroïdienne. Donc, à dose substitutive, il n'y a pas de retentissement osseux, sauf en cas de surdosage. Par contre, à dose suppressive, donc logiquement, on a une activation de tout le remodelage et une perte osseuse corticale qui prédomine. Et ceci dépend du statut ménopausique des patients et du degré de suppression avec, donc, lorsque c'est une suppression incomplète, on a le risque de fracture vertébrale qui est multiplié quasiment par 3. Et en cas de suppression complète, donc la vertébrale plus de 4 et fémorale, donc multiplié par 3,6. Donc il est essentiel, avant d'instaurer ce type de traitement, de faire une évaluation par une ostéodensitométrie, puis surveiller régulièrement, le mieux tous les 2 ans, pour discuter une éventuelle intervention thérapeutique à visée osseux. Alors, Edouard m'a demandé de faire donc un point sur l'hypogonadisme, sachant que c'est très vague. Donc j'ai décidé de me concentrer sur quelques exemples, donc surtout avec l'anorexie mentale, l'activité physique, les traitements par agonisme du GnRH, sachant que donc, la carence œstrogénique au sens large est à l'origine donc, d'augmentation de la résorption osseuse, donc de la perte osseuse. Et elle est beaucoup plus marquée si le début est en période pubertaire, lorsque on est en phase d'acquisition du capital osseux. Donc, on a Florence qui a 55 ans et qui a déjà fait plusieurs fractures. Donc, à l'âge de 44 ans, donc très jeune, elle a fait une fracture du col fémoral gauche, du coude gauche, suite à une chute de sa hauteur, et à 49 ans, la fracture du bassin. Pareil, suite à une chute de sa hauteur. Elle a été ménopausée à 46 ans, elle est toujours sous traitement hormonal, elle n'a pas d'autres antécédents, et les CTX, tout le bilan est normal, et les CTX sont plutôt bas. Alors, au niveau de son ostéodensitométrie, donc le T-score au col, il est à moins de 4, fémur total à moins de 6,
Et encore une fois, vous allez me croire sur parole, donc en niveau du rachis, elle est quasiment à moins de 3. Et lorsqu'on pousse un peu plus loin l'interrogatoire, on se rend compte qu'en fait, c'est une patiente qui a des antécédents d'anorexie mentale pendant l'adolescence, avec une longue période d'aménorrhée. Et même maintenant, elle a un IMC qui est à 16. Donc, elle n'est pas tout à fait... Mais maintenant, elle dit que c'est stable, qu'elle n'a plus de problèmes alimentaires, en tout cas. Donc, l'anorexie mentale, c'est une pathologie qui reste fréquente. Et l'atteinte osseuse est également fréquente et touche tous les sites osseux. Donc, elle est présente quasiment chez 100% des cas, et l'ostéoporose elle est présente chez la moitié des patientes, avec un risque de fracture qui est multiplié par 7 au niveau du col fémoral, et même chez les sujets, même chez les femmes jeunes qui sont logiquement à moins de risque. Et on a l'atteinte donc surtout prédominante sur l'os trabéculaire. Alors c'est un bas niveau de remodelage qu'on a vu avec les CTX qui peuvent être normales, voire même normales basses, peuvent être aussi augmentées. Par contre, la formation osseuse sera toujours diminuée. Alors les causes, donc c'est très multifactoriel avec hypoœstrogénie, les carences nutritionnelles, l'hypercortisolisme. Et l'atteinte est d'autant plus grave si le début il est jeune, si la durée de l'aménorrhée est longue. Bien sûr, en fonction de la gravité de l'atteinte nutritionnelle et du faible poids corporel. En tout cas, nous, pendant notre interrogatoire, on interroge les patients s'ils ont des troubles du comportement alimentaire, s'ils ont des antécédents d'anorexie mentale, parce que les patients, ils ne vont pas forcément le dire spontanément. Donc, c'est vraiment important de ne pas passer à côté. Là, cette patiente, elle ne me l'a pas dit d'emblée. Donc il fallait, au bout d'une demi-heure de consultation, elle a enfin décidé de répondre à ma question sur le trouble alimentaire. Et ceci explique donc son atteinte osseuse à l'âge aussi jeune. Alors la prise en charge est essentiellement préventive. Alors on peut éventuellement discuter une substitution œstrogénique, mais l'effet est limité si le poids il reste inférieur à la normale. Alors, ça permet quand même la prévention de la perte osseuse, mais pas de correction s'il existe un déficit initial, ce qui prouve donc justement cette origine multifactorielle dans l'anorexie. Et la prise en charge va passer surtout par la nutrition, le gain pondéral, avec le gain osseux qui va suivre, surtout chez les patients qui sont encore en période d'acquisition du capital osseux. Bien sûr, le déficit va persister si on est en situation de déficit hormonal, s'il n'y a pas de reprise des cycles menstruels. Et la récupération peut être complète si l'anorexie est post-pubertaire et en cas de reprise spontanée des cycles menstruels. Alors, quant aux traitements spécifiques, les biphosphonates donc, ont prouvé leur efficacité, certes, avec un gain osseux qui est significatif, surtout pour l'alendronate et risedronate, mais il ne faut pas oublier que ce sont des patientes qui sont jeunes, avec un effet rémanent des biphosphonates qui est prolongé, et les patientes qui, un jour, peut-être 10 ans plus tard, voudront avoir des enfants. Donc on sait que les biphosphonates restent plusieurs années dans les os et dans l'organisme des patients. Donc on essaye plutôt de privilégier une prise en charge hormonale et en tout cas préventive, plutôt que de mettre en place un traitement par biphosphonate. Alors, les associations œstrogènes et IGF-1, pour l'instant, ça a été évalué dans les essais cliniques, il n'y a rien sur le plan pratique. Alors, on poursuit avec Marion, cette fois-ci 26 ans, pas de fracture, et le médecin généraliste a prescrit une ostéodensitométrie, puisqu'elle se plaignait des douleurs rachidiennes diffuses. Donc, on voit au niveau du fémur, l'examen il est normal, donc cette fois-ci on regarde les Z-scores, bien sûr. Et par contre, en rachis, elle a un Z-score à moins 3,2 qui est franchement pathologique. Elle cumule pas mal de facteurs de risque. C'est une ancienne gymnaste, elle faisait 12 heures par semaine de gymnastique, elle a arrêté à l'âge de 20 ans. Elle dit « Maintenant, je suis stable au niveau du poids ». Donc on peut supposer qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas. Donc elle a un IMC à 17. Elle a eu ses règles à l'âge de 15 ans et elle fume. Elle a 5 paquets à nez actuellement. Et chez elle, donc, son atteinte s'explique clairement par l'activité physique intense. Donc ça touche surtout les athlètes, les gymnastes, les danseuses classiques, d'autant plus s'il y a des troubles du cycle menstruel,
dans un contexte d'apport alimentaire réduit, de stress. Et l'atteinte osseuse, elle touche, donc chez elle c'était surtout le rachis, donc elle touche surtout les os qui sont non porteurs ou qui sont non sollicités par l'activité physique en cause. On peut également voir les fractures de fatigue, et la gravité dépendra surtout de l'âge de début des symptômes, de la durée de l'aménorrhée. Bien sûr, ce sera plus important si c'est en période péripubertaire qu'en période post-pubertaire. Et c'est franchement corrélé aux heures d'entraînement. Donc plus il y a d'heures d'entraînement, plus l'atteinte osseuse sera importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on diminue les heures d'entraînement, et qu'on reprend des cycles menstruels réguliers, l'os récupère. De façon tout à fait complète, puisqu'on est encore, très souvent, on est encore en période d'acquisition, donc le patient a le temps de renouveler son os et de stimuler la formation osseuse. Alors, on peut discuter, lors de l'aménorrhée, on peut discuter bien sûr le traitement hormonal. Alors, je passe très rapidement sur les analogues de GnRH, avec le tableau de ménopause iatrogène. Donc on a cette fois-ci une diminution très rapide de la DMO dès le 3e mois du traitement qui prédomine à l'os trabéculaire, donc en rachis, qui est d'environ 6-8% en vertèbres, 2-4 au fémur et qui est surtout lié au hyperremodelage de la carence œstrogénique. Par contre, on a une récupération à l'arrêt du traitement, ça c'est la bonne nouvelle. À peu près en 12 mois, donc de façon assez rapide. Bien sûr, tout ça en fonction de l'âge et du statut osseux antérieur. Alors, c'est important de faire une évaluation osseuse avant l'introduction de ce type de traitement. On peut éventuellement discuter les progestatifs œstrogènes à faible dose. Ça, c'est plutôt votre domaine. Alors là, je passe très rapidement. Et pour finir, donc Lucette, qui a 74 ans. Alors, elle a une maladie d'Orton, corticodépendante, avec des doses massives de corticothérapie depuis 2016, un IMCA 30, un faciès cushingoïde, des fractures vertébrales, des fractures costales aussi. Et au niveau de la DMO, là, on a surtout une atteinte rachidienne, moins de 3,7 au niveau du rachis et moins de 2,9 au col et moins 2,4 au fémur en total. Alors j'ai pris cet exemple parce que je n'avais pas de maladie de Cushing récemment primitive, donc pour illustrer ce cas d'hypercortisolisme surtout, donc avec une diminution des activités des ostéoblastes, augmentation de l'activité des ostéoclastes toujours, une hypercalciurie, un hypogonadisme qui peut être associé. Et il s'agit donc d'un bas niveau de remodelage osseux. Donc, les marqueurs de formation seront diminués, les marqueurs de la résorption seront encore une fois donc normaux ou augmentés, très souvent augmentés. Et il s'agit d'une atteinte trabéculaire, donc au niveau du rachis, avec un respect relatif de la qualité de l'os, donc de la microarchitecture. Donc l'atteinte qui apparaît rapidement. Donc dans la première année de la maladie, qui touche donc surtout sur le plan fracturaire les vertèbres et les côtes, comme chez cette patiente, donc quasiment chez presque la moitié des patients. Et là, cette fois-ci, la récupération elle est longue, jusqu'à 10 ans, qui est très souvent incomplète. Donc, chez ces patients-là, il se discute de mettre un traitement à visée osseuse. Il s'agit d'une ostéopathie à bas niveau de remodelage, donc un agent anabolique, par exemple le teriparatide, pourrait être utile pour stimuler justement même s'il ici, il sera, chez cette patiente-là, il sera dans l'AMM puisqu'il faut avoir 2 fractures vertébrales pour prescrire du paratide, mais même hors 2 fractures vertébrales, ceci se discute. Et bien sûr, donc une supplémentation calcique en faisant attention à l'hypercalciurie. Alors pour terminer, donc, vous de votre côté, essayez de penser au dépistage de l'atteinte osseuse, puisqu'elle est quand même très fréquente chez les patients atteints d'endocrinopathie. Le traitement est principalement étiologique. Bien sûr, on met en place toutes les mesures hygiéno-diététiques avec la correction des carences, le calcium, vitamine D, l'activité physique adaptée, arrêt des toxiques. Après, les traitements spécifiques se discutent en fonction d'autres facteurs de risque, en fonction de l'âge du patient, s'il s'agit d'une patiente post-ménopausique
ou d'un âge avancé, on va mettre beaucoup plus facilement un traitement. Et au contraire, on va éviter chez des patientes qui sont jeunes, qui sont en âge de procréer, qui ont un désir d'avoir des enfants. Et je vous remercie.